Normalement, on a un prompteur à la télé, comme ça, vous voyez les gens qui vous parlent, vous dites il est formidable ce bonhomme parce qu'il sait tout par cœur, il a tout retenu. En fait, il a son prompteur. Alors moi, j'ai pas le prompteur, j'ai écrit un petit texte là, rapide. Un beau matin, pour vous expliquer pourquoi j'ai écrit ce livre. Pardon? Non. Non. Un beau matin, je me suis levé et je me suis dit, tiens, je vais m'amuser à écrire un roman lisible pour la multitude. Il était tôt, j'avais faim, alors je me suis fait des pancakes au sucre et des pancoles au fiel. En fait, cette idée a germé bien en amont, et comme j'étais en Marseille, et qu'il y avait des courants d'air dans la petite cuisine, j'ai fermé les fenêtres ici et les puertos là, pour éviter le mal à la gorge, une petite pastille Gavalda, mais tout d'un coup, j'ai eu le bourdin. Alors j'ai appelé Céline. Non, pas lui, ma copine Céline. L'autre, le vrai, l'unique, il a déjà fait 3500 tours dans sa tombe à suivre l'actualité littéraire. Alors, Céline me dit, pas de problème. Le temps d'enfiler mes Higgins et mes Clark et je suis là. À propos, tu n'as pas changé d'adresse? Ah, je lui confirme, non, non, toujours rue Kébert. Elle a ri, je ne sais pas pourquoi. Une fois sur place, elle m'a dit, tu as encore une belle gueule, mais comme tu ne veux plus fêter ton anniversaire, il ne faut pas parler de toi. On va parler d'autre chose. Alors elle me donne deux idées originales. Une disparition et le ferré. Oh, j'ai dit super, ça c'est nouveau, improbable, du frais, du jamais vu. Alors je me suis mis à écrire. Et à la fin, quand j'avais fini, je l'ai fait lire à Hélène, qui a, dès les premières lignes, ri. C'était gagné. Ouais. Voilà. Ouais. Bientôt sur Canal+. Voilà, bientôt sur Canal+. Hein, de Groot. Alors, ce matin, en faisant mon petit footing, en rencontrant Bernard, j'ai pensé à ça et j'ai dit tiens, je vais faire un petit truc là-dessus. Voilà, donc j'ai fait ce petit texte. En effet, pour tous ceux qui n'ont pas saisi peut-être toutes les finesses, je l'ai écrit. Mais enfin, il y en a une ou deux. Bon, écoutez, donc merci à mon éditeur qui est là, à ma correctrice Catherine Lahonde qui n'est pas là, mais que je retrouverai pour Ferré plus tard. De toute façon, je ferai d'autres réunions. Merci à vous, bien sûr, d'être venu écouter principalement Bernard Juncat, donc encore une fois, qui a décortiqué, dépecé, il a eu du mal à trouver la faille, mais bon, donc je vais le laisser présenter ce fil de papier, parce que moi je suis quand même partie prenante, et c'est très difficile en effet de se détacher d'un livre et d'être au-dessus, on est dedans. Donc quand on est dedans, bien entendu, on n'a peut-être pas la recul. Voilà, le recul. Très bien. Bon. Là, je voudrais remercier à mon tour Guy de m'avoir proposé de partager ce bon moment, j'espère, avec vous. Je crois que la naissance d'un livre, c'est toujours un bon moment. Je dis que c'est la naissance, hein, parce qu'il ne naît pas quand on l'écrit, je crois que ça c'est la gestation. Oui. Je crois qu'il naît quand on le rend public. C'est voilà. Pas tout à fait pareil, c'est un moment qu'on aime bien. Quand il pleure, en fait. C'est vrai, ou quand il rit. Bon. Et finalement, c'est aussi un métier nouveau pour moi, parce que c'est un rôle que je n'ai jamais tenu, celui de modérateur. Je connaissais, j'ai vu faire, mais je ne l'ai jamais tenu. Et je me suis dit qu'il fallait que je trouve une posture aussi, hein, c'est-à-dire entre le bon copain enthousiaste, qui est forcément pas objectif, le prof, que j'étais jusqu'à une époque assez récente, un peu doctorale, et puis le turiféraire un peu enthousiaste. Il fallait avoir une posture un peu intermédiaire entre tout cela. Et je me suis dit finalement que la simplicité était de mise, et que l'important c'est de partager un peu ce bouquin comme on partage un bon repas. Et la comparaison n'est pas trop incongrue, parce que pour ceux qui l'ont lu, vous verrez qu'il y a du nerf et de la chair dans ce livre. Hein. Il y a de l'épaisseur, et c'est un terme qui m'est revenu souvent quand je l'ai lu. Et je crois que les gens qui l'ont lu, il y en a certains ici, ceux qui le liront, seront d'accord pour dire avec moi que ce livre procure du plaisir avant tout, et à plusieurs niveaux. Plusieurs niveaux. Hein. Il y a toute une série d'étages là qui sont dans ce bouquin. C'est d'abord une intrigue policière. Hein. C'est une nouveauté. Oui, tu donnes dans un genre qui n'avait pas abordé. J'avais peur du policier, parce que c'est intéressant, parce que je l'ai rencontré l'autre soir, on a bu un petit coup pour se préparer un peu. Il me dit alors, est-ce que j'ai écrit un roman policier? Oui, effectivement. Oui, parce que le premier mort arrive à la page 150, alors on peut se demander si c'est un roman policier. Mais du temps à mourir. On ne sait pas s'il ne s'est pas pris les pieds dans le tapis en plus. Donc. Bon, il y a d'abord l'intrigue policière.
Ça, c'est évident. Et puis, il y a aussi toute une partie qui est une partie un peu plus profonde, hein, qui est une interrogation de ce flic un peu particulier. On va y revenir. Ce n'est pas du tout le type de flic qu'on a l'habitude de rencontrer dans la littérature, y compris dans la littérature policière. Et je crois qu'il y a également, et Guy peut peut-être pas le dire ça, beaucoup de traces de la personnalité de l'auteur dans ce bouquin. Donc moi, c'est d'abord ces trois niveaux qui m'ont intéressé. Le fil du récit, l'intrigue policière, cette interrogation sur soi, et puis le côté rechènement qui parsème un peu tout l'ouvrage. Ce qui veut dire qu'on peut avoir différents types de lecteurs qui trouvent du plaisir à cette lecture. Alors il y a d'abord le lecteur impatient qui peut le lire au premier degré en essayant de courir après l'intrigue pour trouver le coupable, mais comme on le disait, c'est vrai que l'originalité, c'est que d'habitude ça commence par une catastrophe, ben là non, il ne se passe trop rien, puis petit à petit on commence à mourir, on commence à disparaître, et les fils commencent également à se nouer. Et puis, au-delà de cette découverte un peu de premier degré, celui qui aime un peu sonder les reins et les cœurs, là, sera aussi sensible à des analyses psychologiques, vous le verrez, qui sont intéressantes, nuancées, profondes. Et ce qui m'a également plu, moi, dans ce roman, c'est qu'on y retrouve une époque. Alors, pour ceux qui sont déjà de fervents lecteurs de Guy et qui ont lu les deux précédents opus, comme on dit dans ce genre de circonstances, il a toujours un peu de décalage, et tu as des cycles de 10 ans, en fait. Hein. J'ai des cycles. Voilà. Hein. Donc, Les Fourmis, c'était fin des années 50. 56. Victor, 56, voilà. Victor, 78. c'est fin des années 78. Et là, 78. 70, voilà. Et là, on est, oui, vous avez beaucoup de références d'ailleurs au post-68, oui, qu'on avait connu. Et là, on est fin des années 80. Et ce qui m'intéressait aussi, c'est que, pas une peinture des mœurs, mais on a beaucoup de traces. On retrouve Gorbatchev, Mitterrand, Gaston. Albert Simon, qui nous donne la météo. Et puis, moi, ce qui m'a aussi un peu intéressé, même beaucoup, et ce sont des choses que Guy ne peut peut-être pas dire, c'est le style, c'est l'expression. Hein. J'ai trouvé qu'il y avait de la vie, de la surprise, et c'est un style qui est extrêmement varié. On peut peut-être en parler tout de suite, j'avais prévu d'en parler un peu tard, mais comme lui, il ne va pas nous faire un exposé sur son style, moi non plus d'ailleurs, rassurez-vous, je voulais quand même vous lire quelques bonnes feuilles, comme on dit, pour justement essayer de prendre conscience de cette variété. Moi je trouve que c'est une certaine performance qu'il nous a réalisé, Guy, là, parce que c'est à la fois un style allègre, mais qui peut être aussi profond. On passe du parler populaire à la description poétique, du jeu de mots, et vous avez vu, il nous l'a encore prouvé, du jeu de mots à la maxime philosophique. Donc c'est toute cette variété, moi, qui m'a beaucoup intéressé. On n'est pas enfermé dans un code particulier, on est vraiment dans un style extrêmement vivant. C'est un peu comme si c'était un voyage où on invite en même temps Frédéric Dard, Antoine Blondin et La Rochefoucauld. Donc c'est vraiment beaucoup de variété. Et je ne suis pas vendeur en disant ça, vous le verrez en le lisant. Donc j'ai quand même, vous savez que j'ai bien travaillé, j'ai plein de petites notes. Hein. La première fois que je fais ça... Ça m'a évité de bousiller un livre. Je m'en vais pas sans biscuit, comme on dit. Donc on parlait tout à l'heure parler populaire. Voilà, hein. Ils ont encore dézingué toutes les poubelles, on parle des chats, hein. On en reparlera d'ailleurs. Ils ont encore dézingué toutes les poubelles, ces saloperies, je n'arrive pas à en choper un seul, je ne peux pas les flinguer, tout de même ça ferait trop de pétards. Si je mets de la mort au rat, je risque de faire crever les clébards des voisins, et j'aime bien les chiens, qu'elles pestent ces bestioles, à part celui de mon fils que je supporte, mais je préfère, et de loin, Museau, mon labrador. Donc on est vraiment là dans une émergence, hein, du parler populaire, et on a 2 ou 3 exemples comme ça. Et puis, à un autre moment, on est dans ce que j'appelais tout à l'heure ces évocations un peu surprenantes, un peu poétiques. On est devant la suite d'une tempête, pour tout vous dire. Derrière les bambous noirs inclinés, je remarque tout de suite la masse imposante du vieux pin séculaire, couché de tout son long, obstruant le petit chemin. Le gardien de la tombe de Tommy Gilles a explosé dans les buissons de fougères et de genêts. Ses racines arrachées par un dentiste maladroit laissent un gouffre de tourbe de sable. Aux alentours, le panorama est le même, si ce n'est la dimension des cadavres déchiquetés. On connaît un peu la description fantastique. Hein. Vous avez vu la différence de style entre les deux, et ça m'a beaucoup parlé. Et puis, il y a ce que j'appelais des fulgurances poétiques. Je les ai reprécisées l'autre jour à Guy. Il y a notamment un sens de la métaphore et de la comparaison, moi, qui m'a beaucoup plu. Je vous en ai concocté à faire repérer 2 ou 3. Ces jeunes années, moi je les traîne, avides d'avenir,
arc-bouté tel un musher, vous savez, le conducteur de traîneau, tel un musher qui aurait perdu ses chiens et qui doit avancer coûte que coûte. Ça, c'est pas de la comparaison cliché, hein, c'est de la comparaison qu'on va chercher un peu dans du souvenir, de l'imaginaire, et ça m'a beaucoup intéressé. Petit jeu de mots, mi-jeu de mots, mi-métaphore, hein, comme un mauvais élève, la pluie est dissipée et turbulente, elle redouble. La pluie redouble, hein, intéressant. Autre exemple, je trouve là qu'il y a beaucoup de fraîcheur et de poésie. Sur le chemin de mer, version retour, vous verrez qu'il y a beaucoup de balades, notamment entre Arcachon et le Cap Ferré, mais je ne veux rien dévoiler. Sur le chemin de mer, version retour, je commence à rêvasser, telle une sentinelle qui a la marre de guetter, néanmoins martyrisée par un roulis d'un verre profond, faisant se déhancher l'os iliaque de l'embarcation. Donc là, on est vraiment dans la poésie pure. Et puis, je parlais de La Rochefoucauld tout à l'heure. On peut quand même se comparer. Il y a aussi carrément la maxime philosophique à un moment donné. Je suppose que oui, à constater les cheveux blancs qui à la fois colonisent et dépeuplent mes tempes, la résilience physique peut exister. Alors cela s'appelle la chirurgie esthétique. On retrouve bien le sens de la formule. Je termine avec mon petit parcours là dans l'écriture de Guy pour lui donner très rapidement la parole. Encore un autre niveau de langage beaucoup plus sérieux, philosophique, une page sur la religion que je livre à votre réflexion. Je ne sais pas si on règle des comptes ou si on a en tout cas une version qui est quand même sévère. Hein, je veux dire, lorsque j'étais encore malléable, petit, enfin jeune, je voulais devenir saint. On ne le savait pas. On peut déjà lui dire qu'il n'a pas réussi. Hein. Petit à petit, je me suis rendu compte qu'il ne mourrait pas vieux, les saints, pour la plupart dans d'affreuses souffrances. De plus, il semblait compliqué d'obtenir son ticket. Sésame délivré dans ma vision d'enfant par des vieillards sans doute jaloux de ne pas l'avoir reçu. Attention le clergé. Cerise sur le gâteau, un peu avant l'adolescence, l'idée de retrouver éternellement cet abruti de Ballard, ressuscité d'entre les camps, mon odorant voisin de bande de quatrième, qui pompait tout sur moi, m'a définitivement fait rayer l'option religion. À quoi ça tient? Pourtant, il y avait un côté pratique qui était sympa. Tu faisais ou tu disais des saloperies et hop, le confessionnal faisait office de salle de bain, un coup d'éponge, une bonne bouche, un coup de peigne, et c'était reparti pour un tour. Cette page, je synthétise bien, à la fois cette vision un peu du parler populaire, et en même temps de profondeur là, qui viennent se glisser et qui donne à réfléchir et à penser. Voilà un peu ce que je voulais dire, parce que ça, Guy, tu ne vas pas nous faire une analyse de ton propre site, tu n'en es pas capable de toute façon, donc il fallait que ce soit moi qui le fasse. Alors, pour donner envie, justement, il fallait trouver une entrée. Moi, il me semble que ce que tu pourrais un peu nous dire, c'est nous raconter un peu comment tu as eu l'idée de construire ce personnage, hein, Anselme Vioc, Anselme Vioc. Donc c'est le personnage principal, Vioc. Quand on est dans un roman policier, on s'attend quand même à un enquêteur qui est proche du surhomme, avec des capacités de déduction extraordinaires, ou un flair, une logique vraiment à toute épreuve. Ben, si vous vous attendez à ça, si vous vous attendez à retrouver Hercule Poirot, Philippe Marlowe, ou même l'homophone, hein, Vidocq, non. Moi, il y a ce que j'ai appelé un peu un anti-flic. Hein, ce pauvre Anselme, il galère pas mal. Quand même. Oui, raconte-nous ça. C'est pas une trouvaille. D'abord, je te remercie d'avoir fait cette analyse qui n'est même pas exhaustive. Tu aurais pu continuer. Bien sûr. Tu veux dire que j'ai pas assez travaillé? Ben non. C'est pas mal. Oui, c'est quand même un roman policier. C'est vrai qu'il y a des morts. Alors pourquoi? Parce que moi, j'ai toujours écrit sur des gens qui doutaient. Des gens qui savent tout, qui vous en connaissez certainement. C'est pas ma tasse de thé. Donc j'écris toujours sur des gens qui ont des doutes, des gros doutes, et qui ne savent pas trop où ils en sont dans leur vie. Et c'est le cas de mon anti-héros, je peux dire, qui s'appelle Anselme Vioc. Alors déjà, ce garçon, il a des raisons de douter. Déjà, sa troisième famille d'adoption, quand il avait 10 ans, l'a débaptisé. Il s'appelait Michel, mais comme cette troisième famille d'adoption avait perdu un petit Michel au préalable, ils lui ont dit on ne va pas t'appeler Michel, ça nous rappelle trop de mauvais souvenirs, on va t'appeler Anselme. Le gamin, il était à sa troisième famille, il s'est dit après tout. Donc déjà, le bonhomme, il part avec une espèce de fardeau sur les épaules, et bon, il se fait élever par cette famille, et comme il avait le sens de l'ordre, de la morale, il a été élevé de façon religieuse, il s'est dit j'aime bien l'ordre, je vais être flic, et en effet, il passe ses examens de flic qui réussit comme inspecteur, il redouble lui aussi, mais enfin il est réussi.
Et une fois qu'il a réussi cet examen, il se rend compte qu'il n'est pas bon. Il n'est pas bon, il est très sympathique, mais pas bon comme flic. Alors, il se fait trimballer en binôme par des bonhommes toujours meilleurs que lui, donc il suit. En revanche, et c'est là où vous allez découvrir la finesse du titre, il est excellent dans les rapports. C'est-à-dire qu'il fait des rapports en double, triple exemplaire, mais alors tiré au cordeau avec une orthographe magnifique, ainsi et tout ça. C'est un excellent flic de papier. Il manque le terrain. Et en plus de ça, non seulement il est bon, il lui manque le terrain, bien sûr, il n'est pas bon en terrain. Alors non seulement il est bon en rapport, mais également il est très fragile. Donc ce flic de papier, c'est vraiment un flic de papier à 100%. Alors pendant tout ce roman, en fait, on va se demander comment ce bonhomme qui au départ n'a rien pour lui, va pouvoir résoudre une enquête, une énigme. Parce qu'il y a quand même une énigme. Bon, en effet, on peut la lire au premier degré, aller très vite pour la... il y a des gens en effet qui vont vouloir aller voir la solution, qui n'est pas évidente. Comme d'habitude, comme dans Victor. Pas toujours, oui, comme dans Victor. Voilà, donc c'est une démarche, en effet, ce livre traite de la difficulté qu'ont les gens qui sont dans le doute pour s'épanouir, pour, comme je parle de la résilience, mais en effet la résilience c'est une définition de physique qui indique la capacité d'un métal à reprendre sa forme initiale. Donc c'est un petit peu le sujet de mon livre, c'est-à-dire que ce bonhomme, comment va-t-il faire, va-t-il y arriver à retrouver sa forme initiale, c'est-à-dire parce qu'il faut savoir qu'il a été heureux quand même pendant un certain temps de sa vie. Il a trouvé une femme et une fille, et malheureusement il a eu un gros malheur, et il a fait 5 ans et demi de dépression en plus, vous voyez, c'est quand même lourd. Et après ces 5 ans et demi de dépression, c'est pour ça qu'il a atterri à Arcachon. L'administration lui dit, écoute, on va te mettre à Arcachon, comme ça tu vas pouvoir retrouver ton lac d'origine, parce qu'il a été élevé sur le lac du Bourget, donc il aimait beaucoup cette étendue d'eau qui le calmait, qui l'apaisait. Donc l'administration le met à Arcachon, 5 ans et demi après, et donc il est dans cet endroit qu'il ne connaît pas. C'est pour ça qu'il va falloir qu'il fasse des rencontres, et c'est au fil de ces rencontres qu'il va, ou non, pouvoir s'affirmer et pouvoir se réaliser à travers cette énigme. Voilà, donc c'est pour ça, c'est vraiment un flic de papier, c'est un flic qui au départ n'a rien pour réussir. Vous voyez, il n'est pas grand, c'est un petit bonhomme. Il n'a rien du super-héros. Hein. Il n'a rien du super-héros, mais c'est un personnage que j'ai voulu à l'écoute. C'est-à-dire comme dans tous mes textes, tous mes héros sont à l'écoute, ils écoutent beaucoup les autres, et c'est grâce à cette écoute qu'ils progressent. Alors c'est vrai que, bien sûr, quand on écrit, on parle toujours un peu de soi, on a toujours des points d'appui, on a toujours des bornes, hein, mais enfin, c'est pas Anselme Villoc, c'est pas moi, du moins physiquement. Disons qu'il est plus petit. Voilà. 1m65. Mais il a des mains de pianiste, il est intelligent, il a quand même des qualités, quoi. Non, puis en plus, il est quand même lucide. Tu parlais de début dans la vie un peu difficile. Je vous lis, quand il fait un peu une introspection sur son enfance, voilà comment il se juge. Une espèce d'autiste de l'affectif, ne pouvant exprimer mes sentiments tellement ils sont nombreux à se bousculer dans mes pensées. Je suis obligé de me faire violence pour exercer mon métier, c'est quand même un peu gênant pour un policier. Mon souci de justice et d'équité m'a fait choisir cette voie. Je n'étais pas particulièrement doué dans mon collège des jésuites, juste un élève moyen, sans grand caractère, donc on peut au moins lui reconnaître de la lucidité. Alors on a insisté sur ce côté un peu atypique. C'est vrai qu'il a une façon d'enquêter un peu spéciale. Ça n'est jamais au bout d'une grande réflexion, d'une grande intuition qui va avancer dans son enquête. C'est quand une enfant, quel âge a-t-elle, Lily, quand une enfant de 7 ans lui fait quelques réflexions, quand un patron de restaurant le recadre un peu dans son enquête, ou quand avec un coup de chance complètement invraisemblable, en regardant sa montre, finalement, il a de bonnes inspirations pour avancer dans son enquête. Ah oui, pas peur, je ne vais pas tout dire. Je ne vais pas tout dire.
Donc il est vraiment très très particulier. Il a aussi on a dit, une interrogation sur lui-même profonde. Pour ceux qui aiment le roman policier, finalement, le personnage duquel il se rapproche le plus, c'est peut-être Adamsberg de Fred Vargas. Hein. Il est un peu dans cette logique-là. C'est en tous les cas pas du tout un super flic et un héros. Alors on parle de Lily à l'instant. Moi, ce qui m'a également... On parlait de Lily. Ah oui, Lily, c'est la petite fille. Voilà, c'est la petite fille. Et on va y venir, hein, justement. Moi, ce qui m'a également frappé, c'est la présence hein, de l'enfance dans ce roman. C'était déjà le cas avec Les Fourmis. Les Fourmis, c'était vraiment un roman de l'enfance. C'était un peu moins le cas dans Victor. Et là, on peut dire que ce personnage, elle tient une place centrale et que les réflexions autour de l'enfance sont tout à fait importantes, centrales. J'ai relevé un passage, moi, qui m'a semblé intéressant, sans donner de clés, pas intéressant, pas bien évidemment, mais voilà, qui finalement repositionne bien ce thème dans le roman. Heureusement, Lily ne sait pas encore que l'imagination et la fantaisie spontanée sont l'apanage des gosses. Elle les a, sans le savoir. Une fois que l'adulte a trouvé son costume, il ne le quitte plus. La plupart du temps, il est sombre, strict, et le comble, c'est qu'il en est content. Et puis un peu plus loin, ce rire me rassure, le rire de Lily, car il y a belle lurette que je ne crois plus en Dieu, et un certain temps que je doute de l'homme, la nature et l'enfant me sauvent du naufrage. Donc ceux qui parmi vous pensaient qu'on avait qu'un petit roman léger, comme ça, allègre, qui court au coin des il y a aussi quand même un certain pessimisme, hein, une vision un peu sévère de l'humanité, ouais, que sauve Lily dans le roman. Mais le costume sombre, c'est ça, le costume sombre des adultes. Une fois qu'ils ont leur costume, ils en sont contents, parce que c'est toujours pareil, je reviens au doute, c'est-à-dire qu'il faut... on doit toujours se poser des questions, écouter les autres. Et quand on a un costume sombre, bon, ça veut dire qu'on est très fier d'avoir son costume sombre. Et moi, je ne suis pas sûr. Donc voilà ce que je veux dire. Alors Lily, Lily, c'est une petite gamine qui... Il y a une disparition quand même dans ce livre. Hein. C'est son père qui disparaît. On sait pas moi, je ne dis plus rien sur l'intrigue parce que on ne sait pas où il est. Comme tu as vraiment peur, on ne sait pas où il est. Je te laisse donner les clés. On ne sait pas où il est. Et cette petite fille, en effet, c'est elle qui va aiguiller notre inspecteur, qui va l'écouter. L'inspecteur Villoc, Anselme, va l'écouter. Et chaque fois, il est scotché par ses réflexions et il se dit, mais putain, j'y avais pas pensé. Enfin, on croirait que c'est vraiment un autiste de l'enquête. Et non, ça se passe naturellement, de la même façon qu'il y a Lily. Il y a un autre personnage important dans ce livre, c'est quelqu'un qui est doté d'un bon sens incroyable, parce qu'il n'en a pas, visiblement. C'est le patron d'un bar, le patron de l'Escale, qui est en 1988. Alors j'ai fait pas mal d'anachronismes, hein, mais enfin on s'y retrouve. Le patron de l'Escale qui a un bon sens incroyable et qui décortique chaque fois ce que lui raconte ce brave Anselme, qui finalement n'a que lui comme ami, puisqu'il arrive à Arcachon et il prend cette jetée de Bélisère et puis il boit son café là et puis il sympathise avec le bonhomme. Donc il n'a pas beaucoup d'écoute, il ne connaît pas beaucoup de monde. Il connaît le conducteur du taxi là, qui s'appelle Eric, un jeune avec qui aide aussi, et il y a le patron de l'Escale et il y a la petite. Donc en discutant avec eux, eh bien, on va avancer dans l'enquête de façon naturelle, on va dire, sachant que lui, il arrive à rien trouver, puis il faut dire qu'il n'a pas beaucoup d'indices, donc ça l'aide pas. Hein. Alors, tu parlais du chauffeur de taxi. On a beaucoup centré le propos sur Anselme, c'est normal, c'est le personnage principal. Et ça peut devenir d'ailleurs, je pense, un personnage récurrent dans d'autres bouquins, parce qu'il a vraiment un peu des qualités pour occuper encore une place dans un autre roman. Et ce qui fait la qualité du livre aussi, c'est que les personnages secondaires sont extrêmement bien croqués. Je ne vais pas tout lire. Hein. Donc tu parlais du patron de l'Escale, le nommé Fred. Il y a l'Indien également. Il y a le commissaire de police qui s'appelle Mandrin d'ailleurs. Il n'y a pas de hasard. Il a un nom de brigand. Le garagiste, le patron du PMU. Donc il y a toute une humanité là, qui existe et il y a beaucoup de vie. C'est des personnages. C'est pas des ombres quoi. Hein. Ils ont du caractère. Ils ont de la consistance, je veux dire. Oui, pour ceux qui sont intéressés par les courses de chevaux, on va faire un tour à la Teste. Voilà. Alors je prends les paris tout à l'heure, à la fin du speech, mais c'est vrai qu'il y a des courses à la Teste. On va faire tout un chapitre, un gros chapitre sur la Teste, où on va, un des
personnage possède des chevaux, alors on parle un peu du milieu hippique, et qui a également son importance. Enfin, voilà, je pense que... C'est pas qu'un décor, les courses. C'est pas qu'un décor, c'est un c'est élément pas un d'intrigue décor. aussi. Et là, on en dira pas. Non, c'est un élément d'intrigue. Et bien sûr, il y a également un vétérinaire, parce que je ne pouvais pas écrire un roman. Deux choses, sans mettre mes poèmes, parce que j'écris des romans pour mettre mes poèmes, ça vous avez un peu compris. Et deuxièmement, il n'y a que deux là, c'est pas, vous vous embêtez pas, ça ira assez vite. Hein. Donc ça ira très vite. Et deuxièmement, ce que j'allais dire, mes poèmes et quoi? Ça, il n'y a pas tout qui peut dire. Moi, j'ai lu ton livre, j'ai pas vécu ta vie. Et pour parler de chat. Vétérinaire. Je parle de chat. Ah ben tiens, mais justement, je voulais te questionner. Et je parle de chat. Te questionner sur les chats. Donc parle-nous des chats, parce que voilà. Évidemment, dans Victor, le chat joue un rôle décisif. Il est présent tout le temps. Il pèse sur l'intrigue. Il met son coup de griffe sur la destinée. Mais tout le monde n'a pas lu Victor. La prochaine fois, tout le monde a lu Victor. Mais je le rappelle. Et alors là, les chats peuplent le roman. Ah oui. Ils ont un rôle très important. Alors c'est vrai qu'on sait que le chat mystérieux et cette vie, etc., c'est aussi un symbole littéraire. J'ai pas l'impression, moi qui te connais un peu, je te trouve plus chien que chat. Ça vient d'où là, cet attrait tout d'un coup pour la gent féline là? C'est qu'un petit artifice d'auteur ou parce que je te remercie. C'est haine et amour quand même, parce qu'à un moment donné, on sent qu'il te pèse un peu aussi. Hein. Le chat? Oui, le chat. Les chats. Les chats. Le chat, non, mais les chats. En fait, dans la description que j'ai lue tout à l'heure, il y avait des accents de sincérité. Les chats, c'est pratique parce qu'on n'a pas besoin de s'occuper d'eux déjà, donc la plupart du temps. La plupart du temps, hein, donc c'est pratique. En fait, j'avais jamais eu de chat, sauf un jour où il y a un chat qui est arrivé à la maison et qui nous a choisis. J'étais étonné de cette... pas du choix, parce qu'il a très bien choisi, mais j'étais étonné de cet animal que je ne connaissais pas et que j'ai regardé, il nous a regardé. De toute façon, on ne l'avait pas choisi, donc il a vécu avec nous. Mais il s'est adapté de façon remarquable. Et j'ai observé cet animal, et un beau jour, il est parti. Je ne l'ai plus vu, il est resté 5-6 ans à la maison, je crois. Hein. Et cet animal m'avait marqué. Alors, c'est pour ça que j'écris un peu sur les chats. Alors, j'ai toujours eu des chiens, il n'y a jamais une ligne sur les chiens, hein, c'est sûr. Mais en plus, pour l'écriture, en effet, c'est un symbole littéraire avec les 7 vies. D'ailleurs, j'en reparle un peu parce qu'au départ dans les premières lignes, en effet, c'est une petite fille qui est devant la tombe de son chat. Donc déjà, on part avec cette histoire de chat, et elle en parle beaucoup. Et on va retrouver un vétérinaire qui, lui, a 30 chats, mais il les a répartis en 2 catégories, les SO, 15 chats, et les AP, 15 autres chats. Alors, vous verrez pourquoi SOAP. Parce qu'il ne faut pas, d'après lui, il est très féru sur les chats, il ne faut pas qu'il y ait plus de 17 chats dans un groupement, parce que sinon c'est là où éclatent les bagarres. Alors lui, il a mis 15 et 15 dans sa maison, vous voyez un peu le bordel, pour être trivial. Voilà. Donc on parle en effet de pas mal de chats, et dans l'intrigue, ces chats ont leur importance. Très important. Enfin, tout est important. Chaque page est importante. Oui, la preuve. Regardez tous les... Il ne faut pas rater. Vous ne pouvez pas sauter une page. Hein. Alors, ce roman, il a aussi un sous-titre, de Tallinn au Cap Ferré. Ah. Et c'est vrai que le bassin est très présent, sans douter, quand on connaît Guy, dans ce bouquin. C'est plus qu'une toile de fond. Hein. Bon, alors, on va y trouver, bien sûr, tous les lieux mythiques, les personnages emblématiques. J'ai fait une petite inventaire à l'après-vert. On retrouve en vrac les passes, les huîtres, Hortense, l'Escale, Chémagne, Bélisère, le petit train, Chacouette, Pauluni, Bernadette de chez Hortense, etc. Donc ils sont tous là. Mais au-delà de ce décor, moi j'ai été... Oui, mais à propos, bien à propos. Bien à propos. Ce ne sont pas des clichés, loin de moi. Tu ne vas pas t'embêter cet été. Ils sont, voilà. Alors, il est quand même très habile, parce qu'il assure ses arrières. Il cite l'Escale, mais il cite Hortense et il cite Chémagne aussi, hein, de façon à pouvoir quand même avoir ses entrées un peu partout. Et de ne pas être refoulé. Sachant que le bouchon n'existait pas en 88, c'était cool. Oui, enfin, on va revenir sur les anachronismes, t'es pas ça près quand même. Hein. Alors, au-delà de ce décor, moi j'ai trouvé que les moments importants, c'est les moments où Anselme traverse, là. Ces moments qui sont sur l'eau, qui sont particuliers. Ils sont dans un univers un peu spécial, il avance, il s'interroge à la fois sur sa propre destinée.
Alors on sait que le thème de l'eau, ça a été repris par beaucoup d'auteurs et c'est très porteur d'émotions, d'images, etc. Moi j'ai trouvé que un peu les clés de la progression de l'intrigue, elles étaient dans ces moments de passage. Tout à fait, c'est des moments de réflexion. Voilà. Alors dis-nous un petit peu plus peut-être là-dessus. Ben oui, parce que il a été, lui, sa passion quand il était gamin, c'est d'aller sur son lac du Bourget, sa goutte d'eau turquoise, comme disait Balzac, qui disait ça. Donc lui, c'était sa passion, et quand il retrouve cette étendue d'eau qui est le bassin, en effet, c'est très agréable d'aller d'Arcachon au Ferré par la navette plutôt que de faire le tour en voiture. Donc il n'arrête pas de faire ça parce que la disparition a lieu de rive droite ou gauche, enfin Ferré. Et lui, il est basé à Arcachon. On dit nord ou sud. Nord au sud. Bon. Ouais, Arcachon, c'est nord. Bon. Donc, il est... C'est sud. C'est chaud, oui. C'est sud. Oui, c'est sud. Les deux sont sud. Enfin bref. Donc, il traverse. Et en effet, pendant ces traversées, alors il fait beau, il fait pas beau, et il a discuté avec David, il a discuté avec la petite Lily, avec Eric, et à ce moment-là, c'est là où il réfléchit. Il a son drame quand même, parce que ça fait 5 ans et demi de dépression, parce qu'il a perdu des gens très importants dans sa vie, qu'il équilibrait justement, il a perdu son équilibre. Et en fait, c'est une recherche d'équilibre, et sur ces bateaux, il est en réflexion permanente. Alors, quelquefois il y a des chasses, quelquefois il y a la police qui passe pour verbaliser les touristes. Alors, il est toujours en réflexion en fonction de ce qui se passe sur le terre, enfin, sur l'eau. Et c'est vrai que j'ai passé beaucoup de temps à décrire ces scènes qui sont pour lui apaisantes, mais qui sont également source de réflexion, et ça le fait avancer dans sa réflexion, souvent, ces traversées. Alors, ça aurait pu être en effet un peu répétitif, mais je pense que ça l'est pas trop. Non, pas du tout. Ça rythme, au contraire, je trouve, le roman. Alors, tu évoquais l'enquête là tout à l'heure. Pour revenir à des préoccupations un peu plus littéraires, de construction, on a parlé tout à l'heure des différents niveaux du roman. Dans la construction elle-même du roman, ce que j'ai trouvé, moi, très bien joué, intéressant, c'est les différents niveaux d'intrigue. C'est-à-dire qu'on a tout d'abord l'enquête du policier qui se déroule de façon assez linéaire, même si elle a ses particularités, on l'a dit tout à l'heure. Et en même temps, vous le découvrirez, et c'est dans la graphie du texte, dans la typographie du texte, c'est matérialisé différemment, avec de l'italique. Il y a toute une interrogation et toute une recherche, une autre quête, une autre enquête en fait, sur, pour ne pas en dire davantage, 2 femmes qui ont beaucoup compté dans la vie de l'auteur. Et puis il y a également, un peu plus loin dans le roman, le récit d'un des comparses de l'intrigue. Donc, ce qui fait la richesse, je crois, et l'originalité de ce roman, qui n'est pas plat, qui ne se déroule pas comme certains avec une chronologie un peu barbante, c'est que perpétuellement, ces 3 niveaux d'intrigue s'entrechoquent, se mêlent, l'enquête, la réflexion et le souvenir de Tallinn, on va dire, et ce récit. On avait déjà eu des exemples, déjà avec les fourmis, où on avait un récit épistolaire, pour ceux qui l'ont lu et s'en souviennent peut-être, avec Victor, où on a les 4 possibilités de destin, et là on retrouve cette facture qui donne de la modernité, je trouve, à cet ouvrage. Donc je ne sais pas si tu as souhaité le faire pour des raisons particulières, ou si ça s'est imposé. Non, alors ce qui est amusant dans ce livre, en tout cas c'est très bien vu. Dans ce livre, c'est que c'est vrai que je n'ai posé à aucun moment un plan, j'ai écrit, mais j'ai tout écrit d'un trait. Et je me demande, voilà, et chaque fois les chapitres pour moi s'imposaient. Donc quand j'arrêtais un chapitre au Ferré, paf, je repartais sur Tallinn, ça s'imposait. Voilà, et c'était assez amusant parce que j'avais ce texte dans la tête, il était pour moi équilibré. Et il s'avère être équilibré. Bon, c'est un peu de chance. Alors bien sûr, j'ai beaucoup travaillé, parce que l'écriture, le style, les mots, alors là, j'ai beaucoup travaillé bien sûr pour ne pas faire des redondances, des répétitions, etc. Mais concernant la structure du roman, j'ai pas bougé. C'est un peu étonnant. C'est pas tout le temps le cas, mais là c'était le cas. Sur Victor, par exemple, j'avais été obligé de chambouler des chapitres. Pourtant, Victor était un roman court, mais j'avais été obligé de chambouler des chapitres. Et celui-là, qui est pas très long, il fait pas 300 pages, mais j'ai rien chamboulé. En effet, pour moi, il était naturel entre guillemets d'avoir ce rythme-là, de rester sur le bassin et ensuite de partir à Tallinn, et ensuite de revenir. Et voilà. Parce qu'en effet, il y a 2 histoires. Enfin, vous verrez, il y a une histoire qui se passe près du golfe de Finlande. Et là aussi, on va retrouver des lacs.
On va retrouver des lacs, on va retrouver de l'eau, qui est vraiment un thème récurrent dans le livre. Voilà. En tout cas, c'est bien vu parce que ça brise vraiment ce qui pourrait être trop linéaire, un écoulement, comme on l'a souvent d'ailleurs dans les enquêtes policières, hein, avec des départs en arrière, des apports par d'autres intervenants de l'intrigue. J'ai trouvé ça tout à fait intéressant. Alors, je disais tout à l'heure qu'on se baladait à la fin des années 80. On sait que Guy fonctionne toujours avec des années de retard, je veux dire dans son écriture, hein, pas dans sa vie quotidienne, bien entendu. Donc là, on est fin des années 90. Je ne veux pas dire qu'on a une peinture de l'époque, mais on est bien dans l'atmosphère quand même. Hein. Oui. C'est Gaston Defferre à l'intérieur. Voilà. Hein, on a ces personnages qui sont là. Et puis la malice qui vient se glisser là-dedans, ce sont les anachronismes. Parce qu'il nous en avertit dès le début, dans la prière d'insérer, il dit, vous verrez, il y a des anachronismes, il ne faut pas m'en vouloir. Oui. Mais ces anachronismes, ils sont quand même un petit peu malicieux. Magne est déjà vendu en 88. Deux sœurs fatiguées, dit-il, ont décidé de vendre. Alors elle s'appelle Marie. Déjà en 88, Magne est vendu. Et surtout, le golf, et là il y a peut-être quelques amateurs dans la salle, le bassin est doté d'un golf avec des structures vraiment exceptionnelles. C'est le golf du bassin, oui. Le golf du bassin. Il y a 18 trous d'exception, voilà. Il y a 1000 membres. C'est un peu de provoque, ces anachronismes. Pas du tout. J'ai rencontré d'ailleurs la nouvelle maire de Longton, qui s'appelle Marie Larue, au cours du dernier salon organisé par Patrick Olaya et les gens d'Arès, les pages du bassin. Et j'ai rencontré donc, très bon salon, il y avait beaucoup de monde. J'ai vu Marie Larue, je lui ai dit, ne vous étonnez pas si dans mon prochain livre, que vous allez très bientôt lire, vous allez trouver un golf 18 trous sur votre commune. Voilà, c'est tout, je l'ai prévenu, qu'il y avait 3 pros, qu'il y avait 8 greenkeepers, qu'il y avait un parking énorme, bien goudronné, et qu'il y avait un par 5 de 543 mètres et tout, voilà. Donc, un practice, bien sûr, magnifique. Alors, je l'ai prévenu. Sachant que ce golf-là, en effet, je le connais bien, puisque je l'ai initié en 87, et il y avait 3 trous, et 3 trous avec des greens synthétiques qui rebondissaient à l'envie. C'est-à-dire qu'on faisait une super balle, on la retrouvait à Arès. Donc c'était un peu compliqué à gérer, donc il fallait la faire tomber à peu près 45 mètres devant pour la trouver. Donc voilà, donc ce golf a bien évolué, tout d'un coup il s'est transformé en 18 trous. Il a une importance dans l'intrigue, oui, il a une importance toute importante. Voilà l'anachronisme du golf. Voilà. Alors, moi, ce que je voudrais souligner, c'est qu'à un moment donné, tu choisis ton camp. On va peut-être laisser la parole à nos amis pour poser quelques questions. Je voudrais quand même donner la parole à Guy pour conclure, à condition, bien entendu, que je retrouve ma citation. La voilà. Vous parlez tout à l'heure d'un style varié. Guy choisit son camp. Il nous dit à propos des différentes écoles littéraires, en fin de compte, cela pourrait être des tourments d'écrivains, mais d'écrivains dans l'air du temps, de l'intimisme, du nombrilisme vu côté tripe. J'ai mal à mon père, j'ai mal à ma mère, mon frère s'est suicidé. Pour le coup, le dialogue devient monologue, etc. On voit le lecteur qui a pas mal souffert. Sans parler du fameux « je suis seul devant la métaphysique de l'univers, comment vais-je trouver une solution ?» Il est sûr qu'aujourd'hui, mes amis Jules Verne et Marcel Pagnol ne seraient pas en tête de gondole. Donc il y a un choix pour la littérature de chair et contre la littérature désincarnée. On parlait tout à l'heure. Comment ? C'est pas contre, mais c'est pas pour. C'est pas pour, non. En fait, tu choisis quand même ton camp. Oui. Ce qui ne veut pas dire que la métaphysique, l'introspection, la thérapeutique de l'âme, elle soit absente du roman. Mais elle est équilibrée par des moments de vie, par des moments de chair, je les appelle comme ça, qui font que ce livre, il a cette épaisseur et cette richesse à laquelle j'ai été sensible et à laquelle j'espère tes futurs lecteurs le seront également. Est-ce qu'on laisse la place aux questions? Oui, puis je suis à peu près sûr que vous serez pour ce livre, enfin que vous le comprendrez, parce que ma belle-mère l'a compris, donc je pense que c'est pas un problème. Tu m'as dit qu'elle n'avait pas bien compris Victor. Voilà. Voilà, je sais pas si je vous ai donné envie d'aller plus loin, mais moi je vous redis que j'ai pris beaucoup de plaisir alors je l'ai lu avec un livre particulier parce qu'il fallait que j'en parle, mais
Mais ça a vraiment été, à chaque fois que je m'y plongeais, des moments vraiment de plaisir que j'espère vous découvrir à votre tour. Merci Bernard. Hein. Voilà, merci à toi de nous avoir donné cette Bravo occasion. Bernard. Non, mais c'était Bernard, c'était FR3 ça. Merci Bernard. On écoute. Alors, est-ce que vous avez des interrogations de type? Oui,